Ma mère m'a dit que je n'étais pas invité à leur croisière, après que je leur ai acheté une maison à 900 000 €. Alors, je l'ai vendue pendant leur absence. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé quand ils sont revenus. Je m'appelle Élise et j'ai 32 ans. La plupart des gens me qualifieraient de femme à succès, une entrepreneur autodidacte dans la tech qui a bâti quelque chose à partir de rien. Mais le succès ne signifie pas grand-chose quand votre propre famille vous exclut. Le texto de ma mère me brûle encore l'esprit. Tu ne viens pas, papa veut juste la famille. Ce message est arrivé quelques jours après que je leur ai acheté une maison de 900 000 €. La trahison m'a profondément blessé, mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était ma réponse. En grandissant dans notre pavillon de banlieue de classe moyenne à Lyon, je me suis toujours senti comme une étrangère dans ma propre famille. Notre maison semblait parfaite de l'extérieur. Portail en fer forgé, jardin soigneusement entretenu et une belle façade en pierre. Mais à l'intérieur de ces murs, on me rappelait constamment que j'étais en quelque sorte moins importante que tout le monde. Mon père, Grégoire, était un directeur d'agence au Crédit Lyonnais qui avait fait de sa carrière toute son identité. Il quittait la maison avant le lever du soleil et rentrait bien après le dîner, sa mallette semblant attachée à sa main. Le week-end, il s'enfermait dans son bureau, prétendant devoir examiner des rapports. Les rares moments où il en sortait, son attention se portait directement sur mon frère cadet, Jacques, jamais sur moi. Jacques va suivre mes traces, annonçait-il fièrement lors des réunions de famille, sa main reposant sur l'épaule de mon frère. Il a le sens des affaires des Beaumont. Pendant ce temps, je restais dans les coins, invisible, malgré des notes parfaites et ma participation à toutes les activités extrascolaires que je pouvais trouver. Ma mère, Diane, était différente, mais pas d'une manière qui aidait. Elle était physiquement présente, mais émotionnellement absente. Toute son existence tournait autour du plaisir de mon père. Si je venais la voir avec un problème, sa réponse était prévisible. Pas maintenant, Élise. Ton père a eu une longue journée. Je me souviens très bien de mon 12e anniversaire. On m'avait promis une petite fête avec des amis de l'école. J'ai passé des semaines à planifier des jeux et à faire des invitations maison. Le matin de mon anniversaire, ma mère a mentionné nonchalamment que nous devrions annuler car Jacques avait un tournoi de foot. Mais tu avais promis, ai-je chuchoté, retenant mes larmes. Eh bien, ton père veut voir Jacques jouer. On pourra faire ta fête une autre fois, a-t-elle répondu, déjà en train de préparer la glacière avec des boissons pour le tournoi. Nous ne l'avons jamais reporté. Au lieu de cela, 2 semaines plus tard, ils ont organisé une fête surprise élaborée pour Jacques lorsque son équipe a remporté le championnat régional. J'ai aidé à gonfler les ballons et à glacer les petits gâteaux pour une célébration qui ne m'a jamais été accordée. À 14 ans, j'ai cessé d'attendre quoi que ce soit. Je suis devenu autonome par nécessité. J'ai appris à cuisiner mes propres repas, à laver mes propres vêtements et à résoudre mes propres problèmes. Quand j'avais besoin d'argent pour des fournitures scolaires, j'ai commencé à faire du babysitting pour les voisins au lieu de demander à mes parents. Ma conseillère d'orientation au lycée, Madame Renaud, est devenue plus un parent pour moi que mes 2 parents biologiques. Elle a remarqué mon isolement et m'a pris sous son aile, m'aidant à rechercher des universités et des bourses d'études. C'est elle qui a assisté à ma remise de prix quand mes parents ont dit qu'ils étaient trop occupés. Tu as un potentiel incroyable, Élise, m'a-t-elle dit, ajustant l'écharpe d'honneur autour de mon cou lors de la remise des diplômes. Et un jour, ils regretteront de ne pas l'avoir vu. Le jour de mes 18 ans, j'ai mis tout ce que je possédais dans 3 valises et je suis parti à l'université à l'autre bout du pays, dans une grande université à Paris. Mon père a à peine levé les yeux de son journal quand je lui ai dit au revoir. Ma mère m'a serré rapidement dans ses bras, puis a immédiatement tourné son attention vers ce qu'elle allait préparer pour le dîner de Jacques. L'université était à la fois la liberté et la solitude. Je cumulais 3 emplois tout en suivant un programme complet en informatique. Contrairement à mes camarades de classe qui recevaient des colis et des visites le week-end, mon seul contact avec ma famille se résumait à des appels téléphoniques obligatoires pour les fêtes qui duraient moins de 5 minutes. « Comment vont tes notes ?» demandait mon père, sans attendre de réponse avant de passer le téléphone à quelqu'un d'autre. À chaque semestre qui passait, ma détermination grandissait. Je deviendrais si brillante qu'il serait obligé de me reconnaître. Je construirais quelque chose qu'il ne pourrait pas ignorer. Chaque nuit blanche passée à coder, chaque repas que je sautais pour payer mes manuels, chaque événement de réseautage auquel j'assistais en vêtements d'occasion était alimenté par ce désir d'être enfin vu. Ma colocataire Sophie a été la première personne à me montrer à quoi ressemblait une véritable amitié.
Elle remarquait quand je sautais des repas et laissais la moitié de son sandwich sur mon bureau. Quand j'ai eu la grippe pendant la semaine des examens, elle m'a apporté de la soupe et a enregistré les cours. Ces petits actes de gentillesse m'étaient étrangers, et ils ont à la fois guéri et mis en évidence le vide que ma famille avait créé. Ta famille a l'air d'une bande de crétins, a-t-elle dit sans détour un soir après que j'ai reçu une carte de Noël adressée uniquement à l'occupant de ma chambre universitaire. Tu mérites mieux, Lise. Tu l'as toujours mérité. En dernière année, j'avais déjà commencé à développer le logiciel qui allait devenir le produit phare de mon entreprise. Pendant que mes camarades faisaient la fête, je construisais des prototypes et rédigeais des business plans. Mon directeur de thèse a immédiatement reconnu le potentiel commercial et m'a mis en contact avec un incubateur de startups. Vous avez quelque chose de spécial ici, m'a-t-il dit. Mais faites-vous cela pour vous-même ou pour prouver quelque chose à quelqu'un d'autre? Je n'ai pas pu lui répondre à ce moment-là. La vérité était trop douloureuse à reconnaître, même pour moi-même. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme avec la mention très bien avec les félicitations du jury, j'étais assise seule dans le public, regardant les autres familles applaudir et prendre des photos. Jacques avait un match de foot ce week-end-là. Mes parents ont envoyé une carte générique avec un chèque de 50 € 2 semaines plus tard. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse. Je construirai ma propre famille de choix, et je deviendrai si incroyablement prospère qu'il serait impossible de m'ignorer. Non pas parce que je désirais encore leur approbation, mais parce que je devais me prouver à moi-même que j'étais digne d'être vu. Les premiers jours de l'entrepreneuriat ont été un tourbillon de ramen instantané, de nuits blanches et de mai de refus d'investisseurs potentiels. J'ai loué un minuscule studio dans le quartier latin qui me servait également de bureau, dormant sur un futon que je repliais pendant les heures de travail. Mon premier bureau était une porte posée sur 2 classeurs. Mes premiers tailleurs ont été achetés dans des friperies et retouchés à la main. Ce qui me manquait en ressources, je le compensais par ma détermination. Ma plateforme logicielle, conçue pour aider les PME à rationaliser leur gestion de la relation client, a lentement gagné du terrain grâce au bouche à oreille. J'ai embauché mon premier employé 18 mois après l'obtention de mon diplôme, un autre programmeur nommé David, qui croyait suffisamment en ma vision pour accepter des parts de l'entreprise au lieu d'un salaire au taux du marché. Ça va devenir quelque chose d'énorme, m'a-t-il dit alors que nous travaillions un autre week-end. Je le sens. À 27 ans, mon entreprise, Client Sécure, comptait 30 employés. Nous avons déménagé dans de vrais bureaux dans une usine rénovée, avec des murs en briques apparentés de grandes fenêtres. Notre liste de clients s'est étendue des entreprises locales aux chaînes nationales. La plateforme logicielle est passée d'un simple CRM à une solution tout en un pour la gestion client, le suivi des stocks et les prévisions financières. Le jour où nous avons décroché notre premier contrat d'1 million d'euros avec une chaîne de vente au détail nationale, j'ai emmené toute l'équipe dîner dans le restaurant le plus cher de Paris. Alors que le champagne coulait et que les gens célébraient, j'ai ressenti une envie irrésistible de partager cette étape avec ma famille. Je suis sorti et j'ai appelé mes parents pour la première fois depuis des mois. Maman, mon entreprise vient de décrocher un énorme contrat, ai-je dit quand Diane a répondu, essayant de garder l'excitation dans ma voix. Oh, c'est bien, ma chérie, a-t-elle répondu, distraite. Savais-tu que ton frère a été promu directeur adjoint de l'agence? Ton père est si fier. La piqûre familière du rejet m'a submergé, mais elle a été atténuée par mes propres accomplissements. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Du moins, c'est ce que je me disais. À 30 ans, j'étais millionnaire sur le papier. Client Sécure comptait plus de 200 employés avec des bureaux à Paris, Lyon et Berlin. Les magazines d'affaires m'ont présenté dans leur liste 30 de moins de 30 ans. J'ai acheté un magnifique appartement haussmannien dans le quartier du Marais et l'ai rempli d'art et de livres. De l'extérieur, ma vie semblait parfaite. Mais le succès a apporté sa propre forme de solitude. Je sortais occasionnellement, mais les relations passaient toujours après mon entreprise. Sophie est restée ma meilleure amie, bien qu'elle ait déménagé à Strasbourg pour son internat en médecine. La plupart des soirs, je rentrais dans mon appartement impeccablement conçu et mangeais des plats à emporter seul, en faisant défiler les publications des réseaux sociaux de familles célébrant les fêtes ensemble. Une rencontre fortuite a tout changé. Alors que j'assistais à une conférence sur la technologie à Lyon, j'ai croisé un collègue de mon père de la banque. Il a mentionné que mon père prenait sa retraite après 35 ans. Ils doivent lui organiser une sacrée fête, a dit l'homme. Grégoire était une institution au Crédit Lyonnais. J'ai hoché la tête et souri, cachant le fait que je n'avais aucune idée que mon père prenait sa retraite.
personne n'avait pris la peine de me le dire. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai fixé mon téléphone pendant 1 heure avant de finalement composer leur numéro. À ma grande surprise, mon père a répondu. « Bonjour, Élise », a-t-il dit, sa voix inchangée par les années. « Ta mère a mentionné que tu réussissais bien en affaires. » La conversation était guindée, pleine de longues pauses et de questions superficielles, mais c'était plus de mots que nous n'avions échangés depuis des années. À la fin, j'ai pris une grande inspiration et j'ai demandé, « Est-ce que ce serait d'accord si je passais vous voir pendant que je suis en ville ? J'ai entendu parler de ta retraite. » Il y a eu une longue pause. « Je suppose que ce serait bien », a-t-il finalement répondu. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs. Le portail en fer forgé avait besoin d'être repeint. La pelouse était clairsemée et la porte du garage était cabossée. Ma mère a ouvert la porte, ses cheveux maintenant complètement gris, son visage plus ridé que je ne me souvenais. « Tu as l'air de réussir », a-t-elle dit, comme si c'était le plus grand compliment qu'elle pouvait offrir. Elle m'a conduite dans le salon où mon père était assis dans son fauteuil, journal en main, comme toujours. La seule différence était les lunettes de lecture perchées sur son nez et le léger tremblement de ses mains. Le dîner était gênant. Jacques nous a rejoints, maintenant âgé de 30 ans et travaillant à la banque de notre père. Il avait la même attitude méprisante envers moi, parlant par-dessus mes réponses et redirigeant chaque conversation vers lui. Mais j'ai remarqué quelque chose de nouveau dans son attitude, un éclair de quelque chose comme de l'envie lorsque ma mère a mentionné avoir lu un article sur mon entreprise. « Alors tu diriges vraiment toute l'entreprise ?» a demandé mon père pendant le dessert. La première question directe qu'il m'avait posée de toute la soirée. « Oui », ai-je répondu. « Nous avons plus de 200 employés maintenant et des bureaux à Paris, Lyon et Londres. » Pendant un très bref instant, j'ai vu quelque chose comme du respect dans ses yeux avant qu'il ne détourne le regard. Cette visite a marqué le début d'une réconciliation prudente. J'ai commencé à appeler plus régulièrement. J'ai envoyé des cadeaux d'anniversaire et de Noël. Quand je lançais un nouveau produit, je leur envoyais le communiqué de presse par email, bien que je n'ai jamais su s'ils le lisaient. 6 mois après ma visite, ma mère m'a appelé à l'improviste. « Ton père a quelques problèmes de santé », a-t-elle dit. « Rien de grave, juste de l'hypertension et du cholestérol. Le médecin dit qu'il doit réduire le stress. » J'ai écouté pendant qu'elle parlait des factures médicales et du coût des médicaments sur ordonnance. Pour la première fois, elle se confiait à moi sur des problèmes familiaux. C'était un étrange renversement de situation. Et bien que je sache qu'elle ne me contactait probablement que grâce à ma réussite financière, je ressentais quand même une lueur d'espoir. « Je peux aider », ai-je offert. « Dis-moi simplement ce dont vous avez besoin. » Au cours de l'année suivante, j'ai payé plusieurs de leurs factures médicales. J'ai envoyé des cartes cadeaux pour les courses et les restaurants. Chaque fois, la gratitude de ma mère semblait sincère, bien que retenue. Mon père n'a jamais mentionné l'aide directement, mais il a cessé de changer de sujet quand je parlais de mon entreprise. Jacques est resté l'enfant prodige, mais j'ai remarqué que son éclat ternissait. À 30 ans, il vivait toujours dans un appartement payé par mes parents. Son poste de directeur adjoint semblait impliquer peu de responsabilités réelles. Lors d'une visite, j'ai entendu mon père lui demander quand il comptait vraiment s'investir. Lors d'un appel téléphonique autour de mon 31e anniversaire, ma mère a mentionné que leur toit fuyait et que la fondation pourrait avoir des problèmes. Les devis de réparation sont plus que ce que nous pouvons nous permettre avec la retraite de ton père, a-t-elle dit. Nous pourrions devoir déménager dans plus petit. Pour la première fois, j'ai entendu une réelle inquiétude dans sa voix. La maison où j'ai grandi, la maison où je m'étais senti si invisible, pourrait leur être enlevée. Malgré notre histoire compliquée, je ne pouvais supporter l'idée que mes parents vieillissants soient forcés de quitter leur maison de 35 ans. « Laisse-moi venir vous voir », ai-je dit. Nous pouvons parler des options. Quand je suis arrivé à Lyon ce week-end-là, la détérioration de ma maison d'enfance était encore pire que ce que j'avais imaginé. Le toit ne fuyait pas seulement à un endroit. Il s'affaissait visiblement du côté nord. Les problèmes de fondation avaient provoqué des fissures le long des murs extérieurs. À l'intérieur, la maison autrefois impeccable que ma mère avait entretenue montrait son âge avec des appareils électroménagers démodés, une moquette usée et des dégâts des eaux sur plusieurs plafonds. Lors d'un dîner dans un restaurant local, mes parents ont partagé à contre-cœur leur situation financière. La pension de mon père était inférieure à ce qu'ils avaient prévu. La récession économique avait affecté leurs investissements pour la retraite.
Les frais médicaux avaient entamé leurs économies. Ils utilisaient des cartes de crédit pour couvrir les dépenses courantes depuis des mois. Nous avons rencontré un agent immobilier, a dit ma mère, poussant la nourriture dans son assiette. Elle a dit que même si nous vendions après les réparations et le remboursement du prêt, nous n'aurions assez que pour un petit appartement, peut-être même pas dans un bon quartier. Mon père, qui avait toujours été fier jusqu'à l'excès, avait l'air vaincu. Ses épaules étaient voûtées. Il fixait son verre d'eau au lieu de me regarder dans les yeux. Nous aurions dû mieux planifier, a-t-il dit, plus à lui-même qu'à nous. J'ai toujours dit à mes clients de se préparer pour la retraite, et j'ai échoué à suivre mon propre conseil. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, je n'ai pas pu dormir. Malgré des années de distance émotionnelle, c'étaient toujours mes parents. L'idée qu'ils aient des difficultés financières dans leurs années dorées ou qu'ils vivent dans un appartement exigu dans un quartier peu sûr me dérangeait profondément. J'avais les moyens d'aider, des moyens substantiels. Le matin, j'avais pris ma décision. Au petit déjeuner, je leur ai présenté une proposition. Je veux vous acheter une nouvelle maison, ai-je dit, en regardant leurs expressions passer de la confusion à l'incrédulité. Quelque chose qui soit à la bonne taille pour vous, sans problème d'entretien, dans un bon quartier. Nous ne pourrions jamais accepter, a commencé ma mère. Mais je pouvais voir l'espoir dans ses yeux. Nous n'avons pas besoin de charité, a ajouté mon père sèchement. Ce n'est pas de la charité, ai-je rétorqué. C'est ce que les familles font les unes pour les autres. Vous avez subvenu à mes besoins quand j'étais jeune, maintenant je peux le faire pour vous. S'il vous plaît, laissez-moi aider. Après de longues discussions et plusieurs autres révélations financières qui ont clairement embarrassé mon père, ils ont accepté de me laisser examiner les options. Ce qui a commencé comme une simple idée pour les aider à trouver une maison de retraite convenable a évolué en quelque chose de beaucoup plus grand au cours des mois suivants. J'ai engagé un agent immobilier spécialisé dans les maisons pour retraités. Je prenais l'avion pour Lyon un week-end sur 2 pour visiter des propriétés avec mes parents. Ce que j'avais initialement budgété à 400 000 € a progressivement augmenté en voyant leur visage s'illuminer devant certaines caractéristiques. Une cuisine gastronomique pour ma mère, un bureau avec des bibliothèques intégrées pour mon père, un jardin parfait pour le jardinage, un quartier avec des sentiers de promenade et un centre communautaire. Celle-ci, on s'y sent comme à la maison, a murmuré ma mère alors que nous visitions une belle maison de plein pied dans une communauté haut de gamme conçue pour les seniors actifs. La maison avait 4 chambres, 3 salles de bain, un plan d'étage ouvert et un patio couvert donnant sur un petit lac artificiel. Elle coûtait également 900 000 €, plus du double de mon budget initial. Le regard sur les visages de mes parents alors qu'ils exploraient chaque pièce, arrangeant déjà mentalement leurs meubles et planifiant leur nouvelle vie, a rendu la décision facile. J'ai fait une offre ce jour-là, payant comptant pour accélérer le processus. Le jour où je leur ai remis les clés, ma mère a pleuré. Mon père, dans une rare démonstration d'émotion, m'a brièvement serré dans ses bras. « Nous ne méritons pas ça », a-t-il dit doucement. « Peut-être pas », ai-je répondu honnêtement. « Mais je veux que vous l'ayez quand même. » Le jour du déménagement était surréaliste. J'ai engagé des déménageurs et des organisateurs professionnels pour emballer leur ancienne maison et tout disposer dans la nouvelle. Ma mère voletait partout, indiquant où chaque meuble devait aller, tandis que mon père supervisait l'installation de son système de divertissement dans le bureau. Je me tenais en arrière-plan, à la fois membre de la famille et séparé d'elle, la pourvoyeuse, mais toujours en quelque sorte l'étrangère. Jacques est arrivé tard dans la journée, après que la plupart du travail ait été fait. Il a traversé la maison avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, quelque part entre l'admiration et le ressentiment. Ça a dû coûter une fortune, a-t-il commenté, passant sa main sur le comptoir en granit de la cuisine. Ça en valait la peine, ai-je répondu simplement. Ça doit être bien d'avoir de l'argent à jeter par les fenêtres, a-t-il marmonné, juste assez fort pour que je l'entende. Ce soir-là, alors que nous mangions des plats chinois à emporter dans leur nouvelle salle à manger, mes parents semblaient plus détendus que je ne les avais jamais vus. Ma mère n'arrêtait pas de souligner les caractéristiques qu'elle aimait. Mon père hochait la tête, content, depuis sa place en bout de table. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de leur avoir vraiment fait plaisir, d'avoir vraiment gagné une place à la table familiale. Alors que je me préparais à partir le lendemain matin, ma mère m'a prise à part. « Ton frère a du mal en ce moment », a-t-elle dit. « Il a l'impression de ne pas pouvoir rivaliser avec toi. » Ce n'est pas une compétition, ai-je répondu, surprise. Bien sûr que non, a-t-elle dit rapidement.
Mais tu sais qu'il a toujours été le spécial de la famille et maintenant tu fais tous ces grands gestes. C'est difficile pour lui. J'ai ravalé la réponse qui m'est venue instantanément aux lèvres, qu'il avait toujours été leur préféré, qu'il avait reçu le soutien émotionnel et la reconnaissance dont j'avais rêvé. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête. Je comprends. Au cours des mois suivants, j'ai reçu des nouvelles régulières de la maison. Ma mère envoyait des photos des nouveaux rideaux qu'elle avait achetés, des fleurs qui s'épanouissaient dans le jardin. Mon père appelait pour me parler des voisins qu'ils avaient rencontrés au centre communautaire, de la partie de poker qu'il avait rejointe le jeudi soir. Il semblait vraiment heureux, et par extension, je ressentais une nouvelle sorte de contentement. Peut-être que ce grand geste avait finalement comblé le fossé entre nous. Je suis revenu pour la Toussaint, apportant du vin cher et des desserts gourmands. La fête s'est déroulée plus agréablement que n'importe quelle réunion de famille dont je pouvais me souvenir. Même Jacques semblait moins hostile, bien qu'il ait fait plusieurs commentaires sur son modeste salaire de banquier comparé à l'argent de la tech. Alors que nous nous disions au revoir, ma mère m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Nous devrions faire quelque chose de spécial, a-t-elle dit, en famille. Pour te remercier correctement pour tout. Vous n'avez pas besoin de me remercier, l'ai-je assuré. Non, nous le voulons, a-t-elle insisté. Laisse-nous y réfléchir et nous te recontacterons. 3 semaines avant Noël, ma mère a appelé avec leur idée. Nous voulons faire une croisière en famille, a-t-elle annoncé. Nous 4 pour le nouvel an. Grégoire a toujours voulu voir les Caraïbes. Ça a l'air merveilleux, ai-je répondu, vraiment excité par la perspective de vacances en famille, quelque chose que nous n'avions jamais fait quand j'étais jeune. Nous pensions que tu pourrais peut-être aider avec l'organisation, a-t-elle ajouté, puisque tu t'y connais dans ces choses-là. J'ai accepté immédiatement, réorganisant déjà mentalement mon emploi du temps pour accommoder le voyage. C'était l'opportunité que j'attendais, une chance de finalement expérimenter la proximité familiale que j'avais toujours désirée. Dès l'instant où j'ai raccroché avec ma mère, je suis passé en mode planification. Une croisière en famille représentait plus que de simples vacances. C'était un symbole de notre réconciliation, un nouveau chapitre dans notre relation. J'étais déterminé à ce que ce soit parfait. D'abord, j'ai fait des recherches sur les compagnies de croisière, lisant d'innombrables critiques et comparant les commodités. Ce ne pouvait pas être n'importe quelle croisière. Elle devait être exceptionnelle. J'ai choisi l'Étoile des Mers, le fleuron d'une grande compagnie de croisière française, un complexe de luxe flottant avec plusieurs piscines, des spectacles de style Broadway, des restaurants gastronomiques et des suites spacieuses. Le prix était élevé, plus de 20 000 € pour nous 4, mais je n'ai pas hésité. J'ai réservé les suites les plus luxueuses disponibles avec des balcons privés donnant sur l'océan, et des espaces de vie et de couchage séparés. J'ai organisé le forfait VIP, qui comprenait l'embarquement prioritaire, l'accès exclusif à des salons privés et un service de conciergerie personnelle. Quand j'ai appelé ma mère pour lui donner les détails, son enthousiasme semblait sincère. Ça a l'air incroyable, Élise. Ton père va être si impressionné. Ces mots, ton père va être si impressionné, ont provoqué en moi un frisson familier. Malgré tout, malgré mon succès et mon indépendance, une partie de moi désirait encore son approbation. Ensuite, il y a eu la logistique. J'ai programmé des vols pour tout le monde de Lyon à Marseille, où nous embarquerions sur le navire. J'ai recherché des excursions pour chaque port d'escale, sélectionnant des expériences que je pensais que chaque membre de la famille apprécierait, une visite historique de la Guadeloupe pour mon père, un cours de cuisine en Martinique pour ma mère, une aventure à la voile à Saint-Martin que nous pourrions tous apprécier ensemble. Mon assistante personnelle, Marie, a observé ma planification frénétique avec inquiétude. Vous mettez vraiment le paquet pour ce voyage, a-t-elle observé alors que je débattais entre envoyer mes parents en première classe ou en classe affaires. C'est important, ai-je simplement répondu. Je ne vous ai jamais vu prendre une semaine entière de congé, a-t-elle noté. Même pas quand vous aviez une pneumonie l'année dernière. Elle avait raison. En 10 ans depuis la création de mon entreprise, je n'avais jamais pris plus de 3 jours consécutifs de congé. J'avais bâti mon succès grâce à un dévouement sans faille, en étant toujours disponible, en mettant toujours l'entreprise en premier. Mais pour cette croisière familiale, je prévoyais 7 jours complets d'absence, plus le temps de voyage à chaque extrémité. J'avais déjà informé mon équipe de direction et mon conseil d'administration que je serais complètement hors ligne. C'est différent, ai-je dit à Marie. C'est la famille. À l'approche de la date de la croisière, mon excitation grandissait.
J'ai acheté de nouveaux vêtements de vacances, y compris des tenues de villégiature que je ne m'achèterais jamais normalement. J'ai passé des heures à choisir les cadeaux parfaits pour chaque membre de la famille, des objets qu'ils ouvriraient pendant notre voyage. Une montre vintage sur le thème nautique pour mon père, un ensemble de bijoux en perles faits à la main pour ma mère, et pour Jacques des écouteurs sans fil coûteux que je savais qu'il voulait. Je me suis aussi préparé professionnellement. J'ai fait des heures supplémentaires pour libérer mon emploi du temps, déléguer des projets en cours et créer des plans de contingence détaillés pour toute urgence qui pourrait survenir pendant mon absence. Mon équipe de direction semblait stupéfaite par ma rigueur. Nous pouvons gérer les choses pendant une semaine, m'a assuré mon directeur des opérations lors de notre dernière réunion avant les vacances. L'entreprise existait avant vous, et elle existera après vous. Son choix de mots, après vous, m'a paru étrange, mais j'étais trop préoccupé par la planification du voyage pour y penser. Je n'avais jamais considéré l'existence de mon entreprise comme distincte de la mienne. À bien des égards, Client Sécure était devenu mon identité. Mon enfant, la famille que je m'étais créée lorsque ma famille biologique m'avait fait défaut. 2 semaines avant la croisière, j'ai organisé un appel vidéo avec mes parents et Jacques pour passer en revue l'itinéraire. J'avais créé des dossiers détaillés pour chacun d'eux contenant leurs documents de voyage, les horaires quotidiens, des informations sur le navire et des suggestions sur quoi emporter. C'est très complet, a commenté mon père, feuilletant son dossier à l'écran. Il y avait une note de respect réticent dans sa voix qui m'a fait me redresser. Élise a toujours été organisée, a ajouté ma mère. Vous vous souvenez comment elle étiquetait toutes ses fournitures scolaires? C'était une petite chose, cette reconnaissance d'un trait de mon enfance, mais cela signifiait le monde pour moi. Ils avaient remarqué quelque chose chez moi, s'en souvenaient et le mentionnaient avec quelque chose qui ressemblait à de l'affection. Des progrès, ai-je pensé. Jacques avait l'air de s'ennuyer pendant la majeure partie de l'appel, faisant défiler son téléphone pendant que j'expliquais les procédures d'embarquement, mais il s'est animé lorsque j'ai mentionné les forfaits boissons illimités que j'avais achetés pour tout le monde. Donc tout est déjà payé, a-t-il demandé. Nous n'avons pas besoin d'apporter d'argent. Juste pour les souvenirs ou les activités supplémentaires que vous pourriez vouloir faire, ai-je expliqué. Tous les repas, les boissons et les excursions que j'ai réservées sont couverts. Il a hoché la tête, apparemment satisfait, et est retourné à son téléphone. Après l'appel, j'ai ressenti une vague d'anticipation comme je n'en avais pas connu depuis des années. Ça allait vraiment arriver. Nous serions une famille normale profitant de vacances de luxe ensemble. Peut-être que dans l'atmosphère détendue de la croisière, loin des pressions et des schémas de leur vie quotidienne, mes parents me verraient enfin. Peut-être que Jacques et moi pourrions trouver un terrain d'entente en tant qu'adultes plutôt qu'en tant que rivaux pour l'attention parentale. La semaine avant la croisière, j'avais à peine la tête au travail. J'ai vérifié et revérifié nos arrangements, confirmé nos vols et m'être assuré que nos passeports étaient en ordre. J'ai même appelé la compagnie de croisière pour organiser des surprises spéciales comme un gâteau pour notre premier dîner à bord et du champagne dans la suite de mes parents à leur arrivée. 3 jours avant le départ, j'ai reçu la confirmation que tout était prêt. J'ai eu une dernière réunion vidéo avec mon équipe de direction, les assurant que l'entreprise survivrait sans moi pendant une semaine, même si secrètement je me demandais si je survivrais sans l'entreprise. Mon travail avait été mon refuge, mon but, ma validation pendant si longtemps. Qui étais-je sans lui? Surtout avec ma famille qui n'avait jamais valorisé mon ambition. Mais ces doutes ne pouvaient pas tempérer mon excitation. J'ai fait mes valises méticuleusement, y compris les petits cadeaux que j'avais achetés pour chaque jour de la croisière. J'ai préparé un email à envoyer à mes employés pendant mon absence, les remerciant pour leur travail acharné et promettant de revenir ressourcés et pleine de nouvelles idées. La nuit avant mon vol pour Lyon, où je devais retrouver ma famille avant que nous ne nous envolions tous pour Marseille, j'ai à peine dormi. J'étais allongé dans mon lit, imaginant les moments familiaux parfaits à venir, partageant des repas à la table du capitaine, regardant le coucher de soleil depuis nos balcons privés, riant ensemble pendant les excursions. Dans mon esprit, j'ai construit l'expérience familiale que j'avais toujours voulu, l'acceptation et l'appartenance que j'avais toujours désiré. Je ne savais pas que la réalité était sur le point de briser ces fantasmes soigneusement construits de la manière la plus cruelle possible. Je vérifiai ma valise une dernière fois, m'assurant d'avoir tout emporté pour la croisière, quand mon téléphone a vibré avec un texto. J'y ai jeté un coup d'œil distrait, m'attendant à ce que ce soit mon assistante confirmant les détails de mon vol ou peut-être le service de voiture que j'avais organisé pour m'emmener à l'aéroport. Au lieu de cela, j'ai vu le nom de ma mère sur l'écran. Souriante, j'ai ouvert le message,
pensant qu'elle partageait peut-être une excitation de dernière minute à propos de notre voyage à venir. Les mots qui sont apparus m'ont figé, ma main tenant toujours une robe d'été pliée en l'air. Tu ne viens pas, papa veut juste la famille. J'ai fixé le téléphone, certaine d'avoir mal compris. J'ai relu le message, puis une troisième fois. 7 mots qui n'avaient aucun sens. J'étais de la famille. J'étais leur fille. J'avais organisé et payé pour tout le voyage. Les doigts tremblants, j'ai appelé ma mère immédiatement. L'appel est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé le téléphone de mon père, avec le même résultat. Finalement, j'ai appelé Jacques, qui a répondu à la 4e sonnerie. « Salut », a-t-il dit, l'air distrait. De la musique jouait en arrière-plan. « Jacques, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, la voix tendue. « Maman vient de m'envoyer un texto disant que je ne vais pas à la croisière. » Ça ne peut pas être vrai. Il y a eu une longue pause. « Ouais, à propos de ça », a-t-il finalement répondu. « C'est Brittany qui vient à la place. » Brittany, ai-je répété, confuse. « Ta petite amie ? » Je ne comprends pas, écoute, maman et papa voulaient vraiment la rencontrer, et il n'y avait que 3 suites, donc sa voix s'est éteinte. Il y avait 4 suites, Jacques. Je les ai réservées moi-même, une pour chacun de nous. Oh. Une autre pause. Eh bien, papa a pensé que ce serait mieux comme ça. Tu es toujours si occupé avec le travail de toute façon. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qui se passait. Mais j'ai libéré mon emploi du temps. J'ai pris une semaine de congé. Tout est organisé. Ouais, merci pour ça. Les billets et tout ont super bien marché. Son ton était désinvolte, comme si nous discutions de quelque chose de pas plus important que des plans pour le dîner. Brittany est vraiment excitée par les excursions que tu as prévues. Une froide prise de conscience m'a envahi. Vous y allez toujours. Vous allez tous toujours à la croisière que j'ai payée, mais je suis désinvité. Quand tu le dis comme ça sonne mal, a dit Jacques, sa voix prenant une pointe de défensive. Mais allez, Élise. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de vacances. Tu as fait des voyages d'affaires dans des endroits bien plus exotiques que les Caraïbes. Je me suis assise lourdement sur le bord de mon lit, me sentant prise de vertige. Leur as-tu dit de me désinviter ? C'est ton idée ? Ce n'était pas comme ça, a-t-il protesté. J'ai juste mentionné que tu n'apprécierais probablement pas beaucoup d'être coincé avec la famille 24H24 et 7J7 alors que tu es habitué à ton style de vie de PDG chic, et que Brittany et moi, ça devient assez sérieux. Donc ce serait bien pour maman et papa de passer du temps avec elle. Donc tu as suggéré de me remplacer par ta petite amie lors d'un voyage en famille que j'ai planifié et payé. Tu n'as pas à le faire paraître si calculé, a répondu Jacques, agacé. Écoute, maman et papa étaient d'accord. C'est plus logique comme ça. Nous sommes vraiment une unité familiale. On se voit tout le temps. On a des blagues entre nous et tout. Tu es parti depuis des années à faire ton propre truc. Chaque mot était un coup de poignard. Je leur ai acheté une maison, ai-je dit doucement. J'ai payé leur facture médicale. Ouais, avec tes millions, s'est moqué Jacques. C'est facile pour toi. Mais où étais-tu quand papa avait besoin d'aide pour le jardin chaque week-end ? Quand maman était malade avec une pneumonie l'hiver dernier ? Quand ils avaient besoin de quelqu'un pour les conduire à leur rendez-vous chez le médecin ? J'étais là, Élise. J'ai été là tout le temps. L'injustice de ces accusations m'a stupéfié. Ils ne m'ont jamais demandé d'aide pour ces choses. Ils ne m'ont même jamais dit que maman était malade. Parce qu'ils savent que tu es trop occupée et importante maintenant, a-t-il rétorqué. Ils ne veulent pas déranger la grande PDG. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de stabiliser ma voix. Jacques, passe-moi maman ou papa au téléphone. J'ai besoin d'entendre ça de leur part. Ils ne sont pas là. Ils sont au centre commercial en train d'acheter des vêtements pour la croisière. Sa voix s'est légèrement adoucie. Écoute, ce n'est pas personnel. Ils se sentent juste plus à l'aise avec moi. C'est tout. Tu les intimides avec ton succès et ton style de vie sophistiqué. Donc c'est de ma faute si je réussis. Personne ne dit que c'est de ta faute, a répondu Jacques. Mais son ton suggérait le contraire. C'est juste comme ça. Papa a dit, et je cite, « Je veux juste me détendre avec ma famille,
pas avoir l'impression d'être en voyage d'affaires avec Élise qui parle de son entreprise tout le temps. Les mots prétendus de mon père m'ont blessé plus que toute autre chose. Après tous mes efforts, toutes mes tentatives pour combler le fossé, il ne me voyait toujours pas comme faisant partie de la famille. J'étais toujours l'étrangère, l'indésirable. Et tout l'argent que j'ai dépensé pour ce voyage, ai-je demandé, détestant à quel point la question sonnait mesquine, et vaine en la posant. Eh bien, tu es riche, non? Ce n'est pas comme si ça allait te manquer, a répondu Jacques en riant. Considère ça comme ton cadeau de Noël pour nous. Très généreux. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans un silence stupéfait pendant longtemps. La valise soigneusement préparée se moquait de moi depuis le coin de ma chambre. Le dossier contenant tous mes documents de voyage était posé sur ma table de chevet, des onglets de couleurs marquant différentes sections. Toute la planification, toute l'anticipation, tout l'espoir anéanti par un texto de 7 mots. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Pas des larmes délicates, mais des sanglots déchirants qui me laissaient à bout de souffle. J'ai pleuré pour la petite fille qui n'était jamais assez bien, pour la femme qui pensait pouvoir acheter sa place dans l'acceptation familiale. Pour l'idiote qui croyait que le succès la rendrait enfin digne d'amour. Vers minuit, j'ai reçu un autre texto de ma mère. Désolé si cela t'a contrarié. Nous pensons simplement que c'est mieux ainsi. Merci pour l'organisation de la croisière. Nous enverrons des photos. La cruauté désinvolte de cette offre de m'envoyer des photos des vacances que j'avais planifiées et payées mais dont j'étais maintenant exclu m'a poussé au-delà d'une limite que je ne savais pas exister. Quelque chose de froid et de dur s'est cristallisé dans ma poitrine, remplaçant la douleur brute par une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le site web de la compagnie de croisière m'a accueilli, montrant le magnifique navire dont ma famille profiterait sans moi. En quelques clics, je pouvais tout annuler, récupérer au moins une partie de l'argent que j'avais dépensé. Mais ce serait attendu, prévisible, la réaction d'une enfant blessée. Au lieu de cela, j'ai ouvert un autre onglet et me suis connecté à mon application bancaire. J'ai transféré une somme substantielle sur mon compte courant, assez pour couvrir ce que je prévoyais. Puis j'ai appelé mon avocat, malgré l'heure tardive. J'ai besoin de savoir quelque chose sur la maison que j'ai achetée pour mes parents, ai-je dit quand il a répondu, groggy de sommeil. Légalement, qui est le propriétaire sur l'acte de vente? Vous, a-t-il répondu après un moment. Nous avions discuté de la transférer à vos parents, mais ils n'ont jamais signé les derniers documents. Techniquement, vous êtes toujours propriétaire de la maison. Pourquoi, y a-t-il un problème? Aucun problème, ai-je répondu. Un plan se formait déjà dans mon esprit. Je vérifie juste quelques détails pour les impôts. Désolé de vous avoir réveillé. J'ai raccroché et me suis adossé à ma chaise, un calme étrange remplaçant la tempête d'émotions. Ils m'avaient rejeté en tant que famille après tout ce que j'avais fait pour eux. Ils avaient pris ma générosité et me l'avaient jetée au visage. Ils avaient choisi Jacques et sa petite amie plutôt que leur propre fille. Eh bien, s'ils ne voulaient pas de moi comme famille, il était peut-être temps d'arrêter d'agir comme tel. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté et une détermination que je n'avais pas ressenties depuis des années. La blessure était toujours là, une douleur sourde sous mon sternum, mais elle était éclipsée par la résolution. Je ne laisserai plus mes parents ou Jacques m'utiliser. Mon premier appel fut pour mon assistante, Marie. Annulez mes vacances, lui ai-je demandé, et réservez-moi le prochain vol pour Lyon. Tout va bien, a-t-elle demandé, l'inquiétude évidente dans sa voix. Pas encore, ai-je répondu. Mais ça va aller. Dans l'avion pour Lyon, j'ai passé une série d'appels. D'abord à Stanislas Perrin, un agent immobilier avec qui j'avais travaillé lors de l'achat de la maison de mes parents. Élise, quelle surprise, m'a-t-il salué. Comment vos parents apprécient-ils leur nouvelle maison? En fait, Stan, c'est pour ça que j'appelle. Je dois vendre la maison aussi rapidement et discrètement que possible. Il y a eu une pause sur la ligne. La maison que vous venez d'acheter il y a 6 mois. Puis-je demander pourquoi? Les circonstances familiales ont changé, ai-je dit simplement. À quelle vitesse pouvez-vous trouver un acheteur? Le prix n'est pas ma principale préoccupation, mais le temps l'est. Pour cette propriété dans ce quartier, j'ai plusieurs clients qui sauteraient sur l'occasion immédiatement. Quand pensez-vous faire ça? Cette semaine, ai-je répondu. Les occupants actuels seront en vacances à partir de demain pour 7 jours.
J'aimerais que la vente soit finalisée avant leur retour si possible. Une autre pause, plus longue cette fois. C'est extrêmement rapide pour une transaction immobilière, mais pas impossible si vous êtes prête à accepter certaines concessions sur le prix et si les acheteurs peuvent agir rapidement. Les occupants actuels sont-ils au courant de cette vente? Ils le seront, ai-je dit. Je suis la propriétaire de la maison. Mon nom est sur tous les papiers. Je suis légalement en droit de la vendre, n'est-ce pas? Oui, si vous êtes la seule propriétaire sur l'acte de vente, vous avez ce droit. Mais Élise, cela semble très soudain. Êtes-vous sûr de vous? Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit, ai-je répondu. Quand pouvez-vous faire visiter la propriété? Ensuite, j'ai appelé une entreprise de déménagement et de stockage, expliquant ma situation inhabituelle. Moyennant des frais supplémentaires, ils ont accepté d'emballer et de déplacer tous les effets personnels de la maison vers un garde-meuble dans les 24 heures. Les occupants sont des personnes âgées, ai-je expliqué. Je les reloge dans un logement plus adapté, mais je veux leur faire la surprise. Toutes leurs possessions doivent être soigneusement emballées et stockées temporairement. Nous pouvons nous en occuper, m'a assuré le gérant. Nous faisons fréquemment ce type de transition pour les seniors. Mon dernier appel fut pour la société de gestion immobilière qui s'occupait de mon immeuble à Paris. J'ai besoin de savoir si des appartements sont disponibles pour une location immédiate, ai-je dit. De préférence un 2 pièces. Nous avons un 2 pièces au 4e étage qui vient d'être rénové, m'a dit le gérant. Il est disponible maintenant, mais il y a une liste d'attente. Je paierai 6 mois d'avance si vous pouvez me le réserver, ai-je offert. Au moment où mon avion a atterri à Lyon, tout était en marche. Stanislas avait déjà contacté des acheteurs potentiels et programmé des visites pour cet après-midi-là. L'entreprise de déménagement avait envoyé une équipe pour commencer l'emballage le lendemain matin après le départ de mes parents pour leur croisière. L'appartement à Paris était réservé pour de nouveaux occupants. Je me suis enregistré dans un hôtel près de la maison de mes parents, en choisissant délibérément un qu'ils ne fréquentaient jamais. Je ne voulais pas risquer de les croiser avant leur départ. Au lieu de cela, je suis passé en voiture devant leur maison, vérifiant que les lumières étaient allumées à l'intérieur et que leur voiture était dans l'allée. Ils étaient à la maison, probablement en train de faire les nouvelles valises que j'avais achetées pour leur croisière, planifiant les vacances que j'avais organisées, et dont j'avais été explicitement exclu. Le lendemain matin, j'ai observé de loin un taxi arriver pour les emmener à l'aéroport. Mon père a chargé les bagages dans le coffre pendant que ma mère fermait la porte d'entrée à clé. Jacques et une jeune femme, qui devait être Brittany, sont arrivés dans une voiture séparée. Ils riaient de quelque chose en transférant leur sac dans le taxi. Ma mère a regardé le quartier avant de monter, comme si elle disait au revoir à la belle maison qu'elle pensait être la sienne. Si seulement elle savait que c'était un adieu final. J'ai ressenti une pointe de douleur momentanée, une lueur de doute sur ce que j'étais en train de mettre en mouvement. Mais je me suis souvenu de son texto, si nonchalamment cruel, et ma résolution s'est à nouveau durcie. Dès que le taxi s'est éloigné, j'ai appelé l'entreprise de déménagement. Ils sont partis. Vous pouvez commencer maintenant. Au cours des 3 jours suivants, j'ai orchestré le démantèlement de la vie de mes parents dans leur maison de rêve. L'entreprise de déménagement a travaillé efficacement, emballant soigneusement chaque plat, chaque photo et chaque vêtement. J'ai supervisé personnellement, m'assurant que les objets de famille et les documents importants étaient traités avec le soin approprié. Pendant ce temps, Stanislas a fait visiter la maison à un défilé d'acheteurs potentiels. Comme il l'avait prédit, l'intérêt était grand. À la fin du 2e jour, j'avais 3 offres, toutes supérieures au prix demandé, malgré le calendrier accéléré. Les Dubois sont ma recommandation, m'a dit Stanislas alors que nous examinions les offres dans son bureau. Un jeune couple, tous 2 médecins, qui cherchent à fonder une famille. Ils peuvent conclure en 3 jours et sont prêts à payer comptant pour accélérer le processus. J'ai étudié la lettre d'offre du couple, qui incluait une photo d'eux devant leur immeuble actuel, souriant largement. Ils avaient l'air gentils, le genre de personnes qui apprécieraient la maison et en feraient un vrai foyer. C'est pour les Dubois, ai-je accepté, signant les documents d'acceptation. Le 4e jour, alors que les déménageurs finissaient de charger les dernières possessions de mes parents dans le garde-meuble, j'ai traversé la maison vide une dernière fois. Les espaces qui avaient brièvement contenu les meubles de mes parents résonnaient maintenant de mes pas. Dans la cuisine, où ma mère avait été si enthousiaste à propos des appareils haut de gamme, une seule tasse de café avait été oubliée dans un placard. Dans le bureau de mon père, un marque-page gisait sur le sol, tombé d'un de ses livres d'histoire.
Ces petits vestiges de leur vie ici m'ont affecté plus que je ne l'avais prévu. Pendant un instant, je suis resté au centre du salon, me souvenant de leur visage lorsque je leur avais donné les clés pour la première fois. Cette gratitude avait-elle été sincère, ou avait-il simplement calculé l'avantage financier, me considérant comme une ressource plutôt que comme une fille? Cela n'avait plus d'importance maintenant. La maison appartiendrait aux Dubois dès demain après-midi. Mes parents rentreraient de leur croisière pour trouver leur maison de rêve vendue, leur possession en stockage, et leur fille qui en avait fini d'essayer d'acheter leur amour. Mais je n'étais pas complètement sans cœur. Le 5e jour, alors que la vente était conclue et que je recevais la confirmation que les fonds avaient été virés sur mon compte, j'ai pris une dernière disposition. J'ai loué un petit mais agréable appartement de 2 chambres dans une résidence pour seniors à Lyon, payant 1 an de loyer d'avance. J'ai fait livrer une partie de leurs meubles depuis le garde-meubles, assez pour rendre l'espace fonctionnel et quelque peu familier. J'ai laissé un dossier sur le comptoir de la cuisine contenant le contrat de location, les clés de l'appartement, l'adresse et le code d'accès du garde-meuble contenant le reste de leurs biens, et un chèque de banque de 20 000 €. Assez pour les aider dans leur transition, mais pas assez pour acheter une autre maison, pas sur le marché de Lyon. J'ai aussi laissé une lettre, tapée plutôt que manuscrite, expliquant exactement pourquoi j'avais pris ces mesures. Ce n'était pas une lettre émotive, mais un compte-rendu factuel de ce qui s'était passé. J'ai détaillé mes efforts pour renouer avec eux, l'argent que j'avais dépensé, la maison que j'avais achetée, la croisière que j'avais organisée, et enfin le texto qui avait clairement montré que je n'étais pas considéré comme faisant partie de la famille malgré tout. La lettre se terminait simplement « Je ne tenterai plus d'acheter une place dans votre famille. Le bail de l'appartement est payé pour 1 an, vous donnant le temps de prendre de nouvelles dispositions. L'argent devrait aider avec les dépenses immédiates. Vos biens sont en sécurité et accessibles. N'essayez pas de me contacter au sujet de la maison car la vente est légale et définitive. Je vous souhaite le meilleur, mais notre relation est maintenant terminée. Élise. Le 6e jour, je suis retourné à Paris, laissant Lyon et mes parents derrière moi. Le navire de croisière transportant ma famille, moins moi, était quelque part dans les Caraïbes, ces passagers ignorant la réalité changée qui les attendait à leur retour. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais vraiment libre. Libre du besoin désespéré d'approbation qui m'avait animé pendant si longtemps. Libre du fantasme que je pourrais d'une manière ou d'une autre acheter ma place dans le cercle familial qui m'avait toujours exclu. Libre de créer ma propre définition de la famille, basée sur une connexion authentique plutôt que sur une obligation biologique. Alors que mon avion atterrissait à Paris, mon téléphone a vibré avec un message de Stanislas, les Dubois ont emménagé aujourd'hui. Ils adorent la maison. Êtes-vous sûr de vous? Absolument, ai-je répondu par texto. Certains cadeaux ont un prix trop élevé. Le premier appel est arrivé 3 jours après le retour prévu de mes parents de leur croisière. J'étais en réunion du conseil d'administration quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de mon père. J'ai refusé l'appel et j'ai continué ma présentation. 10 minutes plus tard, ma mère a appelé, puis Jacques, puis mon père à nouveau. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. À la fin de la journée, j'avais 17 appels manqués et 32 textos. Je n'en ai lu aucun. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le travail, approuvant un nouveau calendrier de développement de produits et interviewant des candidats pour notre équipe d'ingénierie en pleine expansion. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Les appels et les messages ont continué pendant des jours, devenant de plus en plus frénétiques. Parfois, j'entrevoyais la première ligne d'un texto, « Comment as-tu pu faire ça ?» ou « Nous devons parler immédiatement » ou « C'est impardonnable ». Aucun d'eux n'exprimait de compréhension ou ne reconnaissait la façon dont j'avais été traité. Aucun d'eux n'avait plus d'importance. 2 semaines après leur retour, le concierge de mon immeuble m'a appelé pour m'informer que mes parents et mon frère étaient dans le hall, exigeant de me voir. Je ne suis pas disponible, lui ai-je dit calmement. S'il vous plaît, demandez-leur de partir. Ils sont assez insistants, mademoiselle Beaumont, a-t-il répondu, un malaise évident dans sa voix. Alors, s'il vous plaît, appelez la sécurité, ai-je demandé. Je ne souhaite pas les voir aujourd'hui, ni jamais. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Élise Beaumont, ai-je dit d'un ton sec. Mademoiselle Beaumont, ici maître Thibault, l'avocat de vos parents, a répondu une voix masculine. Je vous appelle concernant la maison que vous avez récemment vendue à Lyon, qui était occupée par Grégoire et Diane Beaumont.
La maison que je possédais, les jeux corrigés. Mon nom était sur l'acte de vente. Le prêt était à mon nom et tous les paiements provenaient de mes comptes. Oui, techniquement c'est correct, a-t-il concédé. Cependant, il pourrait y avoir un problème de don implicite ou de contrat verbal. Vos parents affirment que vous leur avez dit que la maison était un cadeau. Ont-ils signé un document à cet effet, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Pas en tant que tel, non. Mais il existe des précédents pour les accords verbaux dans les situations familiales. Maître Thibault, ai-je dit, en gardant ma voix stable. J'ai acheté cette maison avec mes propres fonds. J'ai permis à mes parents d'y vivre pendant que j'envisageais de leur en transférer la propriété. Avant que ce transfert ne puisse avoir lieu, ils ont clairement indiqué qu'ils ne me considéraient pas comme faisant partie de la famille. Puisqu'il s'agissait d'un arrangement familial et qu'ils ont déclaré que je ne faisais pas partie de la famille, j'étais dans mon droit de vendre ma propre propriété. Je leur ai fourni un logement alternatif pour une année complète à mes frais et des fonds supplémentaires pour faciliter leur transition. N'importe quel tribunal trouverait cela plus que raisonnable. Il y a eu une longue pause sur la ligne. Mademoiselle Beaumont, vos parents sont des personnes âgées et ont été profondément affligés par cette situation. Peut-être pourrions-nous organiser une réunion pour discuter d'un compromis. Il n'y a rien à discuter, ai-je répondu. Et mes parents ont la soixantaine, à peine des personnes âgées, et en excellente santé, selon leurs récents examens physiques, que j'ai également payés. Ils sont tout à fait capables de trouver un nouveau logement et un emploi si nécessaire. Maintenant, si vous avez l'intention d'engager une action en justice, veuillez adresser toute communication future à mon avocat. Sinon, cette affaire est close. Après avoir raccroché, j'ai attendu que la culpabilité vienne, que le doute s'installe. Il n'est jamais venu. Au lieu de cela, j'ai ressenti une légèreté inattendue, comme si j'avais déposé un fardeau que je portais depuis des décennies. 3 mois ont passé. L'hiver a fondu pour laisser place au printemps. Mon entreprise a lancé une nouvelle ligne de produits qui a reçu un accueil critique élogieux. Je suis sorti, occasionnellement, me suis fait de nouveaux amis et ai renforcé les liens avec les anciens. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme de mentorat pour les jeunes femmes dans la technologie, trouvant une satisfaction inattendue à guider les autres dans leur parcours professionnel. Puis, par un matin pluvieux d'avril, j'ai reçu une lettre avec un cachet de la Poste de Lyon. L'écriture sur l'enveloppe était celle de ma mère. J'ai envisagé de la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de 5 pages. Elle commençait sans amabilité. Ce que tu as fait était cruel et nous ne le méritions pas. Mais après des mois de colère, j'ai été forcé de réfléchir aux raisons qui t'ont poussé à prendre une mesure aussi drastique. Je me suis souvenu du texto que je t'ai envoyé avant la croisière. À l'époque, cela semblait être un simple changement de programme. Maintenant, je le vois à travers tes yeux, venant après tout ce que tu avais fait pour nous. La lettre continuait, détaillant la prise de conscience progressive de ma mère sur la façon dont j'avais été traité tout au long de ma vie. Elle a écrit sur des conversations avec un thérapeute qu'elle avait commencé à voir, qui l'avait aidé à reconnaître les schémas de favoritisme et de négligence émotionnelle. Elle a reconnu son rôle en laissant mon père dicter la dynamique familiale et son échec à me protéger en tant qu'enfant. Grégoire ne peut toujours pas admettre le moindre tort, a-t-elle écrit. Il dit que tu es vindicative et ingrate, mais je sais maintenant que c'est différent. Je sais que nous avons échoué envers toi d'une manière que l'argent ne pourrait jamais réparer, et puis nous t'avons puni pour avoir essayé. Le dernier paragraphe m'a prise au dépourvu. Je n'attends pas de pardon et je ne demande pas à être réintégré dans ta vie. Tu as tout à fait le droit aux limites que tu as fixées. J'écris seulement pour te dire que je te vois maintenant. Trop tard, et seulement après que tu m'y aies forcé. Mais je te vois. Je suis désolé, Élise. Tu méritais de meilleurs parents que nous ne l'avons été. J'ai lu la lettre 3 fois, cherchant des sous-entendus manipulateurs ou des intentions cachées. Je n'en ai trouvé aucun. Pour la première fois de ma vie, ma mère avait offert une reconnaissance sincère de mon expérience. Cela ne changeait rien à ma décision de les retirer de ma vie, mais cela offrait une certaine forme de clôture dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin. 2 semaines plus tard, j'ai créé la Fondation Beaumont pour les étudiants universitaires de première génération, la dotant de 5 millions d'euros de mes fonds personnels. La Fondation fournirait des bourses et un mentorat aux jeunes qui, comme moi, naviguaient dans l'enseignement supérieur sans soutien familial. Lors de l'événement de lancement de la Fondation, un jeune journaliste m'a demandé ce qui avait inspiré sa création.
Je crois que la famille devrait être définie par l'amour et le soutien, pas simplement par la biologie, ai-je répondu. Lorsque la famille biologique échoue, nous devons créer de nouvelles familles de choix, des communautés qui valorisent et nourrissent le potentiel de chaque personne. Les étudiants soutenus par cette fondation feront partie d'une telle communauté, brisant les cycles de négligence émotionnelle et construisant des avenirs plus sains. Cet été-là, j'ai acheté une maison de vacances au Cap Ferret, assez grande pour que des amis viennent régulièrement. Sophie est venue la première, amenant son nouveau bébé, qu'elle avait nommé Élise, en mon honneur. Mon assistante de direction, Marie, et son mari ont passé un long week-end. D'anciens mentorés, maintenant prospères dans leur propre carrière, se sont réunis pour une réunion impromptue. Assise sur la terrasse un soir, regardant le coucher du soleil avec ces personnes qui se souciaient vraiment de moi, j'ai réalisé que j'avais enfin trouvé ce que j'avais cherché toute ma vie, un sentiment d'appartenance basé sur une connexion authentique plutôt que sur une obligation ou une transaction financière. La leçon la plus difficile que j'ai apprise était qu'on ne peut pas acheter l'amour ou l'appartenance. Peu importe le nombre de maisons que vous achetez ou de croisières que vous organisez, la vraie famille est construite sur le respect mutuel et l'attention, pas sur des échanges matériels. Parfois, la famille que vous vous créez est plus réelle que celle dans laquelle vous êtes né. Je n'ai plus jamais parlé à mon père ni à Jacques. Ma mère et moi échangeons des emails occasionnels, distants mais polis. Elle me donne des nouvelles de sa vie dans l'appartement que j'ai loué, où elle a décidé de rester même après l'expiration de l'année que j'avais payée. Elle a trouvé du travail dans une librairie locale et a rejoint un jardin communautaire. Elle ne demande jamais d'argent. En y repensant, vendre cette maison pendant que ma famille naviguait dans les Caraïbes sans moi n'était pas une question de vengeance, même si cela a pu paraître ainsi au début. Il s'agissait de reconnaître enfin ma propre valeur, de refuser d'être utilisé et rejeté par des gens qui auraient dû me chérir. Il s'agissait de comprendre qu'aucune générosité financière ne peut transformer une relation toxique en une relation saine. Si vous vous êtes déjà retrouvé à essayer d'acheter l'acceptation ou l'amour, que ce soit de la part de votre famille, de vos amis ou de vos partenaires amoureux, sachez qu'une véritable connexion ne peut être achetée. Les vraies relations sont construites sur le respect mutuel, l'attention sincère et la capacité de se voir et de se valoriser mutuellement de manière authentique. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de vous éloigner de ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas offrir ces dignités humaines de base, peu importe à quel point vous êtes liés par le sang.